Bienvenue à toutes et à tous pour ce colloque hebdomadaire du DES. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Olivier Bonny et le docteur Constance Leguet qui vont nous faire une présentation sur la Swiss Kidney Stone Cohort. Par rapport à Olivier Bonny, donc il est professeur associé au département de pharmacologie et toxicologie de l'UNIL et médecin associé au service de néphrologie du CHUV. Il a donc plusieurs activités dans le cadre de la clinique et de la recherche et il est spécialiste notamment des néphrolithiases et investigateur principal de la cohorte suisse des néphrolithiases qui est financée par le NCCR kidney.ch. Et il est accompagné dans cette présentation du docteur Constance Leguet qui est en train de faire un PhD en sciences de la vie de l'Université de Lausanne, sous la supervision d'Olivier et de moi-même, pour mieux comprendre l'alimentation des personnes qui font des néphrolithiases et pouvoir comparer cette alimentation avec celle de contrôle populationnel. Alors, merci à vous deux d'avoir accepté. Je me réjouis de vous entendre pour la présentation de cette cohorte. La parole est à toi, Olivier. Eh bien, merci beaucoup de l'invitation déjà. Alors, attendez, il y a juste un écho dans la salle. Peut-être qu'il faut diminuer le volume chez vous. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup déjà de l'invitation, d'avoir l'opportunité de présenter la Swiss Kidney Stone Cohort et en particulier un travail préliminaire maintenant qui a été fait par Constance. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est de commencer tout de suite avec la réalité clinique. C'est ce patient ici de 45 ans qui a eu soudainement une douleur au niveau de la loge rénale droite qui part vers l'avant, qui est associée à des nausées et qui augmente très rapidement pour atteindre une douleur de 10 sur 10. Le patient est transféré aux urgences et puis on lui découvre du sang dans les urines et un CT scan est fait qui montre ici, comme vous pouvez le constater, une dilatation piélocalicielle de tout l'urtère jusqu'à ce point ici où un calcul est enclavé et déclenche la douleur. Donc ça, c'est la réalité d'un grand nombre de nos patients et c'est cette douleur absolument épouvantable et insupportable qui amène ces patients aux urgences. Après, c'est toute la prise en charge qui est derrière qui va être importante. Alors, ce qui se passe, c'est que la lithogenèse et les coliques néphrétiques sont deux parties de la maladie lithiasique qui sont bien indépendantes. La colique rénale, donc la douleur, elle est aiguë, elle dure des heures, voire quelques jours. Elle concerne surtout les urologues et les gens aux urgences, ainsi que les médecins généralistes. Mais c'est un point bien donné lorsque le calcul s'engage et descend dans les voies urinaires et bloque les voies urinaires. Mais c'est toute la lithogenèse qui est la partie silencieuse lorsque les calculs se forment dans le rein. Et cette partie-là peut durer des mois, des années. Elle est totalement asymptomatique. Et elle concerne surtout les néphrologues qui vont la prendre en charge et puis, bien sûr, aussi les médecins généralistes. L'urine, c'est un milieu extrêmement complexe qui est fait de 98% d'eau et puis d'un peu de poids sec, à peu près 50 grammes par litre de poids sec. Et dans ces urines, on trouve bien sûr l'urée, qui est le sel prédominant, si on veut, et qui a donné son nom, sa couleur et son odeur à l'urine. Mais ensuite, on a toutes sortes d'autres sels, que ce soit des sels de sodium, potassium, sulfate, etc., que l'on trouve dans l'urine en grande quantité. Et puis, on trouve bien sûr également d'autres choses comme des hormones, comme des sucres et des peptides et quelques protéines, en particulier l'uromodule. Le challenge pour le rein, c'est d'éliminer tous ces différents sels et ces différents composants urinaires dans un volume qui soit le plus minimal possible, mais qui en même temps ne fasse aucune précipitation de ces différents sels. C'est ici qu'intervient le concept de saturation et de sursaturation. En anglais, on dit supersaturation. Lorsque l'on augmente la concentration des sels dans l'urine, soit en augmentant les composants qui sont présents dans l'urine, soit en augmentant la concentration, donc en diminuant le volume urinaire, on passe très rapidement d'une zone de sous-saturation de ces sels, où il n'y a aucune formation de cristaux,
on passe un produit de solubilité et à partir de là, on va se retrouver dans une zone où on a une zone qu'on appelle métastable, où on a la formation de petits cristaux dans les urines et ces cristaux-là peuvent à la longue former un calcul. Lorsque l'on continue d'augmenter la concentration de ces sels dans l'urine, on va passer le produit de formation et là, on se retrouve dans une zone alors extrêmement instable avec une formation de cristaux qui peut être très rapide. Là, on se trouve dans un domaine qui n'est pas vraiment dans celui des calculs habituels, mais on est plutôt dans les domaines des maladies génétiques avec des tubulopathies qui touchent le rein et qui vont faire ces cristaux et ces croissances de calculs très rapides. La sursaturation, elle est dépendante de très nombreux facteurs, en particulier s'il y a existence d'une tubulopathie. Les pH extrêmes vont également faire précipiter certains sels, comme les pH très acides vont faire précipiter l'acide urique, et les pH très alcalins vont faire précipiter le calcium phosphate. Une hydratation insuffisante va mener à une concentration des sels et à un risque accru d'augmenter la sursaturation. Il y a certaines drogues ou certains médicaments qui vont agir sur la sursaturation. L'excès de nourriture, le déficit d'inhibiteurs de la formation de calcul, le syndrome métabolique avec son collège d'excès alimentaire et de modification du pH urinaire, des anomalies du tract digestif, tout ça va concourir à modifier la sursaturation et donc à augmenter le risque de faire des calculs. Donc, cette formation de calcul, elle dépend de promoteurs qui sont ici listés. Il y a le calcium, le sodium, l'acide urique, l'oxalate, pour n'en citer que quelques-uns, et d'inhibiteurs, avec en particulier la dilution du volume urinaire, le citrate, certaines protéines, le pyrophosphate sont des inhibiteurs bien connus et mesurables. On n'a pas les moyens de connaître tous les influenceurs de la formation de calcul, on n'a pas les moyens de mesurer tous ces promoteurs et tous ces inhibiteurs, mais on mesure en général la plupart de ces différents agents promoteurs ou inhibiteurs dans les urines, et en particulier dans les urines de 24 heures qui nous permettent d'avoir dans un temps précis l'excrétion et le taux d'excrétion de ces différents promoteurs et inhibiteurs, et on les mesure par une collecte des urines de 24 heures. Donc, lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces promoteurs et ces inhibiteurs, on peut avoir formation de microcristaux dans les urines. C'est ce qu'on peut observer facilement en demandant à ces patients de donner de l'urine fraîche, et l'on étudie ces urines au microscope et l'on voit ici à des images représentatives des cristaux d'oxalate de calcium dihydraté, par exemple, ou des oxalates de calcium monohydratés, et de cristaux de cystine. Et donc, avec cette information, on obtient deux types de données. D'une part, on a des données quant au diagnostic, puisque l'on sait si l'on a un sel plutôt d'oxalate de calcium dihydraté qui signale plutôt une hypercalciurie, ou un sel plutôt d'oxalate de calcium monohydraté qui indique plutôt la présence d'une hyperoxalurie, ou bien s'il y a des cristaux de cystine, une cystinurie. Et on a une deuxième information, une deuxième donnée que l'on obtient en étudiant les urines de ces patients, c'est une donnée sur le pronostic de la maladie et l'activité de la maladie, puisque une cristallurie importante sera en lien avec une maladie plus active et donc un risque de récidive chez ces patients beaucoup plus important. Donc, on voit que l'on passe de ce concept de sursaturation à la formation de petits cristaux qui sont visibles dans les urines ou dans les tubules rénaux. Mais ensuite, pour avoir la formation d'un calcul, il faut que ces cristaux adhèrent à l'épithélium et puissent ensuite former un calcul avant que celui-ci ne se détache et forme. Une fois que le calcul est formé, qu'il se détache et qu'il descende et fasse la colique néphrétique. Donc, pour essayer de comprendre ce mécanisme d'adhésion, il y a le docteur Randall, dans les années 30, qui a été regardé chez des cadavres s'il trouvait des évidences pour la mise en route d'un processus de formation de calcul.
il a ouvert différents reins. Et ce qu'il a observé dans 17% de 429 paires de reins, c'est que ces reins, au niveau de la papille rénale, contenaient des plaques blanchâtres. Et lorsqu'il a effectué une coupe histologique de ces plaques blanchâtres, il a noté que sous l'urothélium était présent un dépôt de carbapatite. Donc, le carbapatite, c'est du calcium phosphate, qui était déposé sous l'urothélium et faisait ces plaques blanchâtres qui s'appellent dorénavant les plaques de Randall. Il a aussi observé 28 calculs qui étaient en formation au niveau de ces plaques blanchâtres sur la papille rénale. Et donc, lorsqu'il fait une coupe histologique au niveau de ces calculs en formation, ce qu'il observe, c'est que d'une part, l'urothélium n'est plus présent, il est érodé, la couche de carbapatite est apparente, et au sommet de cette couche de carbapatite se forment des dépôts d'oxalate de calcium qui sont les prémices d'un calcul en formation. La version moderne actuelle, telle que les urologues peuvent l'observer avec une urétérorénoscopie, où ils peuvent vraiment remonter dans les voies urinaires et aller observer ce qui se passe au niveau rénal. Et ce que l'on voit ici, de nouveau, c'est une papille rénale avec au niveau de ces deux flèches des plaques de Randall, ces dépôts blanchâtres. Et l'on voit un calcul en formation qui, lorsque l'on zoome au plus près, on voit la plaque blanchâtre sur laquelle il y a des proliférations, des bourgeonnements d'oxalate de calcium qui vont former un calcul à long terme. Et lorsque l'on retire cette formation bourgeonnante, on voit dessous que l'urothélium a été érodé et la plaque est à nu et permet de faire le lit d'un éventuel nouveau calcul. Donc, ce mécanisme de formation a été élucidé durant ces 10-15 dernières années et donc c'est résumé ici sur ce schéma, en particulier pour les calculs d'oxalate de calcium, qui sont les calculs les plus fréquents dans la population générale. On a une concentration des sels au niveau de la papille avec formation de dépôts d'apatite, donc de calcium phosphate, au niveau de la partie la plus profonde de la papille, là où la concentration et l'osmolalité est la plus importante. Ces dépôts vont ensuite s'étendre sous l'urothélium, éroder l'urothélium, et à ce moment-là, des sels de calcium oxalate peuvent se fixer et grandir et faire un calcul au cours du temps. Et un deuxième mécanisme qui existe, c'est lorsque on a un bouchon ou un plug qui est formé dans les tubules excréteurs, les tubules collecteurs. Et donc, il peut y avoir des précipitats de calcium phosphate ou d'acide urique qui bouchent ces tubes. Et au bout de ces bouchons vont se former d'autres types de calculs, comme les calculs de calcium phosphate, par exemple. Donc, à partir de ces deux mécanismes, on voit que le calcul va se fixer au niveau de la papille rénale et à partir de là, va pouvoir grandir. Et là, on a une représentation d'un calcul qui a été coupé. Et vous voyez très bien la partie centrale, qui était la partie là où le calcul est attaché à la plaque. Et petit à petit, il va grandir en donnant disons, va grandir de manière circonférentielle en fonction des conditions externes. Et on peut voir sur ce calcul qu'il y a des moments où il y a des phases de croissance rapide et des phases de croissance beaucoup plus lentes. Et ça peut dépendre des saisons, de l'hydratation, de ce qui a été mangé par cet individu durant une période donnée. Et à partir de là, on obtient une composition des calculs qui est pour la plupart faite de calcium. Pour près de 80% des calculs sont faits de calcium en association avec le phosphate et occasionnellement en association avec le phosphate ou plus généralement avec de l'oxalate. Quelques notions d'épidémiologie maintenant. On a vu la physiopathologie de ces calculs, comment ils se forment, et maintenant quelques notions d'épidémiologie. C'est une des maladies les plus fréquentes du tract urinaire avec les infections urinaires. Durant la vie d'un individu, il a à peu près 10% de risque de faire un calcul. Il y a une différence de genre avec à peu près 2 hommes pour une femme.
dans le cadre de la formation de ces calculs. Au niveau mondial, on a à peu près 22 millions d'épisodes par année, ce qui est énorme, et la prévalence a nettement augmenté entre les années 70 et les années 90. Ce qui est aussi marquant, c'est qu'il y a un taux de récurrence élevé, à peu près de 50% à 10 ans. Donc, quand il y a un premier épisode, il y a un grand risque d'en refaire dans les années suivantes. Alors finalement, ces calculs, on peut se dire, ce n'est pas vraiment important puisqu'on l'en fait, il y a une douleur, on va enlever ce calcul et la maladie est traitée. Mais en fait, il y a une association qui est nette entre la formation de calcul et la maladie lithiasique et différents autres troubles systémiques comme l'ostéoporose, mais également des études d'association l'ont bien montré avec le risque d'événements cardiovasculaires. Il y a une association avec le risque de faire une maladie coronarienne, que ce soit l'infarctus ou le risque de revascularisation. Et ce risque est particulièrement marqué chez les femmes, un peu moins probablement chez les hommes. Et il y a également un risque de faire des accidents vasculaires cérébraux qui est augmenté chez les formeurs de calcul. Alors, c'est une association, et comment essayer de comprendre et de mettre ensemble ce risque cardiovasculaire avec la formation de calcul? Il s'agit en fait d'un haut risque probablement lié à la diète occidentale avec son excès de calories, de sodium, d'hydrates de carbone, de protéines animales, etc. On a d'une part formation d'un syndrome métabolique avec une augmentation du risque cardiovasculaire. Mais en parallèle, ces excès, en bonne partie alimentaires, vont mener à des excès d'excrétion, du taux d'excrétion au niveau urinaire, avec des hypernatriuries, avec le calcium qui, comme il suit le sodium, il est tiré dehors et va faire une hypercalciurie. Avec la charge en protéines d'origine animale, on aura un pH urinaire plutôt acide, avec une charge acide importante, qui va faire également que le rein va essayer de récupérer un maximum de citrate et on aura une hypocitraturie. Et toujours avec les excès, le manque de calcium en particulier, une hyperoxalurie également présente. Et donc, ces différents éléments qui se trouvent et qui sont mesurables au niveau urinaire vont mener à la formation de calcul d'oxalate de calcium et d'acide urique, en tout cas une augmentation du risque. Et on voit très bien le lien entre syndrome métabolique et lithiase d'acide urique, et il est bien établi. Est-ce qu'il y a un lien direct entre le calcul et le risque cardiovasculaire? Ça, je ne pense pas forcément. C'est probablement une coévolution des deux risques liés à un syndrome initial qui est lié à la nutrition en bonne partie. Ça reste une hypothèse à démontrer. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il faut considérer la lithiase rénale comme une sorte de whistleblower, donc permet d'attirer l'attention sur les maladies cardiovasculaires au cours de l'existence d'un patient donné. Ici, au cours de l'existence de ce patient, on va avoir le développement d'un syndrome métabolique vers l'âge de 30 ans. Les lithiases, en général, apparaissent à la fin de la quarantaine et le risque cardiovasculaire, il est plutôt présent à la fin de la soixantaine. Donc, on a, avec la première lithiase, un moyen d'exercer un effet préventif dès l'apparition de la lithiase, que ce soit au niveau de la diète ou par la prescription de médicaments. Et je suis toujours frappé dans la consultation des lithiases par le fait que ces jeunes patients qui arrivent à la consultation n'ont en général pas de médecin traitant, n'ont pas été jusqu'ici suivis pour une hypertension débutante, pour un diabète débutant ou pour leur surpoids. Il y a vraiment ici un besoin d'intervention suite à ces premiers événements lithiasiques. Il faut prendre ces événements comme une sorte de signal d'alarme, un drapeau rouge pour d'autres événements futurs. Quelles sont les causes de ces calculs? On l'a vu, il y a des causes environnementales et en particulier les causes nutritives qui sont majeures. Il y a également des facteurs génétiques, mais sur lesquels on ne va pas s'étendre aujourd'hui. En particulier pour ce qui est de la nutrition, l'apport pauvre en fluides est probablement le réchauffement, selon des modèles statistiques qui ont été mis en place
aux États-Unis jouent un rôle important. Le fait d'avoir un BMI élevé, le fait de ne pas manger suffisamment de produits laitiers et le fait de boire beaucoup de boissons sucrées augmente le risque. Et ça, ce sont des risques bien établis. Les facteurs protecteurs sont plutôt une diète enrichie en fruits et pauvre en sodium et en viande. Donc, une diète qui reproduit cette diminution du risque, c'est cette diète DASH qui est riche en fruits, pauvre en sodium et qui a été associée avec une diminution du risque de former des calculs de 40 à 45%. Cette diète a été testée initialement dans l'hypertension, mais on voit qu'elle est également effective au niveau de la formation des calculs. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont ouvertes dans le domaine des calculs rénaux. Il y a des questions de physiopathologie. On a vu comment se forment ces plaques de Randall. Ce n'est pas encore très clair. Il y a des questions sur le mécanisme d'acidification des urines chez les patients obèses. Il y a les problèmes de microbiote. Il y a des questions d'investigation sur lesquelles je ne vais pas m'étendre maintenant. Il y a des questions au niveau des traitements parce qu'on n'a que très peu d'études bien conduites, randomisées, contrôlées. Et donc, il y a également quelques questions au niveau de la relation entre le calcul rénal et les autres maladies systémiques comme l'ostéoporose ou les maladies cardiovasculaires, ou même l'insuffisance rénale. Donc, pour essayer de répondre à une partie de ces questions, il a été décidé il y a quelques années, et dans le cadre du nccrkidney.ch, de lancer une cohorte de formeurs de calcul en Suisse. Et donc, le sponsor, c'est le nccrkidney.ch, qui est maintenant dans son avant-dernière année d'existence. Donc, nous avons encore un financement pour 2 ans, mettons, puisqu'on vient d'entrer dans la 11e année. Et ce NCCR est basé à Zurich, mais regroupe des chercheurs travaillant sur le rein dans toute la Suisse. Ce sont essentiellement des physiologistes, mais il a été demandé de la part du Fonds national que l'on ait également un bras clinique. Et c'est pour ça que la Swiss Kidney Stone Cohort a été lancée en 2014, basée sur 5 centres, qui sont les centres de Berne, Lausanne, Genève, Zurich et Bâle initialement, mais qu'on a dû fermer pour différentes raisons et qui a été remplacé par Aarau. L'avantage de cette Swiss Kidney Stone Cohort, c'est qu'il y a une structure qui est harmonisée avec des protocoles harmonisés entre les centres et on suit les patients de la même manière au baseline quand ils nous sont référés par nos collègues urologues ou par les médecins généralistes à 3 mois et ensuite de manière annuelle pendant 3 ans. La structure, juste très brièvement, on a donc des responsables par centre. On a également dans chaque centre une infirmière ou un pourcentage d'infirmières et un pourcentage de diététiciennes pour effectuer les enquêtes nutritionnelles. Les objectifs généraux, c'est une observation et la caractérisation des patients formeurs de calcul en Suisse et d'essayer de comparer avec une population contrôle. Le but à long terme est bien sûr de faire des recommandations quant au monitoring et à la prévention chez les patients et d'éventuellement développer des options thérapeutiques. Alors, nous recrutons des patients dans la Swiss Kidney Stone Cohort qui sont soit des patients récurrents, donc qui ont déjà eu plusieurs épisodes, ou qui ont eu un seul épisode, mais qui ont un certain nombre de facteurs de risque et que je ne vais pas énumérer ici, mais par exemple, qui sont jeunes ou bien qui ont des calculs qui sont autres que les calculs d'oxalate de calcium, etc. On a un protocole standardisé entre les centres, on a un laboratoire centralisé également pour toutes nos analyses. Et on couple nos analyses traditionnelles à une biobanque où l'on collecte toutes sortes d'échantillons qui sont représentés ici à droite, que ce soit des échantillons de plasma, de sérum ou d'urine sous différentes conditions. Et nous avons actuellement plus de 800 patients inclus. Nous avons interrompu le recrutement lors de la phase Covid et aussi en anticipant la fin du financement de la Swiss Kidney Stone Cohort par le NCCR, kidney.ch. Et donc, nous avons actuellement arrêté le recrutement. Nous avons également constitué
un groupe contrôle d'à peu près moins de 250 individus au final, qui ont, c'est un groupe contrôle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas formé de calcul ni en investissement, ni au niveau du CT scan qui a été conduit chez eux. Le schéma est donc celui-ci. Les patients sont vus en screening et ensuite en la première visite où on obtient leur consentement. Et puis, ils vont collecter 2 fois des urines de 24 heures, c'est-à-dire 2 urines de 24 heures consécutives. Et en même temps, ils vont noter ce qu'ils ont mangé et ils seront ensuite interviewés par une diététicienne pour avoir ce qu'on appelle un 24-hour recall interview, pour savoir exactement ce qu'ils ont mangé de manière détaillée dans les 2 fois 24 heures de collecte d'urine. Ensuite, un feedback leur est donné au niveau de ce qu'ils ont, de ce qu'on a trouvé dans leurs urines, dans le sang et au niveau diététique. Et ils sont suivis à 3 mois avec une seule urine collectée à ce moment-là et ensuite annuellement avec toujours le même schéma de ces 2 urines collectées et des interviews de leur statut nutritionnel. Donc, les données que l'on obtient sont des données médicales et sur leur histoire de calcul. On a des échantillons avec les 2 urines consécutives. On a également de l'urine native qui est obtenue le matin même où ils viennent amener leurs urines. On a un panel de chimie traditionnelle sanguine et un panel hormonal avec en particulier la PTH et la 25 et la 1,25 vitamine D. Et on a ces données nutritionnelles avec les 2 interviews de 24 heures faites par des diététiciennes dédiées et entraînées pour ce faire, et avec le support d'un outil GloboDiet qui a été développé en Europe dans le cadre de la cancérologie et utilisé dans une étude nutritionnelle en Suisse, un menu CH qui a été conduit ici dans ce département. Également, on a des questionnaires sur le food frequency pour la fréquence nutritionnelle de ces patients, qui est le questionnaire Bus Santé, initialement fait en collaboration avec Idriss Guessou. On a une biobanque, comme j'ai dit tout à l'heure. Le groupe contrôle, donc, ce sont des individus qui ont exactement le même protocole que les cas, mais qui n'ont qu'une visite baseline. On ne va pas les suivre dans le Alors maintenant, on passe à la partie intéressante parce qu'on va vous présenter quelques données qui sont issues de la thèse de Constance Leguet. Alors Constance est médecin, elle a commencé sa thèse il y a maintenant 9 mois, on peut dire. Et donc, elle est en train d'acquérir les outils pour étudier la Swiss Kidney Stone Cohort. Et donc, on a des données qui sont encore très préliminaires. Juste le cadre de sa thèse, l'hypothèse générale, c'est que les patients avec calculs rénaux, on pense qu'ils ont une diète différente des gens qui ne font pas de calcul et qu'il y a des facteurs protecteurs et de facteurs de risque qui sont essentiellement nutritionnels, en particulier entre les différents types de calculs que l'on peut obtenir. Et donc, Constance a plusieurs buts dans son travail et en particulier en utilisant cette cohorte de formeurs de calcul suisses, de comparer en particulier les patterns nutritionnels entre les différentes régions, de voir quels sont les marqueurs que l'on peut utiliser, en particulier par rapport au type de calcul formé, et ensuite d'analyser les micronutriments également dans ces formeurs de calcul. Donc, maintenant, je vais lui céder la parole pour qu'elle puisse nous montrer ces données préliminaires à prendre encore avec réserve parce qu'ils devront être étayés par des tests en particulier statistiques, mais je lui laisse tout de suite la parole. Voilà, bonjour à tous, merci Olivier. Je vais donc passer à la partie présentation des données. Donc, comme Olivier l'a dit, ce sont des données préliminaires et qui restent pour l'instant descriptives. Alors, tout d'abord, des éléments en lien avec la composition de la population dans la cohorte. Nous avons 1010 participants, dont 803 patients et 907 contrôles.
Au niveau de la répartition hommes-femmes, si nous prenons les deux groupes ensemble, nous avons 65% d'hommes et 35% de femmes. Et nous voyons que dans le groupe patient et contrôle, cette répartition est un petit peu différente. 68% d'hommes et 32% de femmes dans le groupe patient, contre 55% et 45% dans le groupe contrôle. Au niveau de l'âge moyen, nous sommes à 49 ans pour les deux groupes confondus, et un groupe patient avec un âge moyen supérieur à celui des contrôles, donc 50 ans versus 44 ans. Et enfin, en termes de BMI, nous sommes à un BMI avec les deux groupes confondus à 26,5. Nous avons un groupe patient avec un BMI supérieur à celui des contrôles, 26,9 contre 25,1. Nous voyons ainsi que les deux groupes patients et contrôle ne sont pas parfaitement matchés, donc on parle en termes de répartition homme-femme, d'âge et de BMI. Donc comme Olivier l'a dit, un des éléments est que le recrutement du groupe contrôle a été un peu interrompu précocement en lien avec le Covid, et également que les participants étaient plus facilement des jeunes femmes pour le groupe contrôle. Donc ce sont des éléments importants à prendre en compte, notamment pour les analyses statistiques, car il faudra ajuster pour ces différents paramètres qui pourraient être des facteurs confondants. Donc, je vais commencer par les analyses sanguines. Ici, nous voyons les résultats pour la V2, qui comprend les patients et puis les contrôles. Ce sont des analyses descriptives, donc N, le nombre d'échantillons. Nous avons les moyennes et les déviations standards. Ici, vous voyez dans ce tableau les différents paramètres qui ont été mesurés dans le sang. Un des éléments qu'on peut voir, c'est que les moyennes que nous avons obtenues sont attendues. Ce sont des valeurs qui sont cohérentes avec ce qui peut être attendu pour les différents paramètres. À noter que ici, ce sont des chiffres bruts. Au cours de cette phase descriptive, nous avons pu identifier des valeurs extrêmes, des outliers, pour lesquelles une phase de cleaning est actuellement en cours. Encore un commentaire par rapport ici au N, nombre d'échantillons. Nous voyons notamment pour le profil lipidique que le N est un petit peu moins élevé pour les triglycérides LDL et HDL. Donc, dans un premier temps, le cholestérol total seul était demandé. Puis ont été ajoutés les différents autres paramètres, triglycérides LDL et HDL. Et également au niveau du calcium ionisé, qui n'était pas réalisé dans tous les centres pour des raisons techniques. Et enfin, un autre élément à mentionner ici, nous avons regardé par rapport à l'insuffisance rénale, nous avons généré des valeurs, donc le GFR, le taux de filtration glomérulaire, basé sur la formule du CKD-EPI, qui nous permet de différencier en différents stades d'insuffisance rénale. Ici, nous voyons que nous avons environ un tiers de notre population qui est en insuffisance rénale de stade 2, et finalement peu de personnes avec des insuffisances rénales avancées. Donc voilà, les éléments, donc pour l'instant, il n'y a pas eu de comparaison patient-contrôle. Nous attendons la phase de cleaning avant de pouvoir procéder à ces analyses. Encore un autre élément par rapport au profil lipidique. Ici, vous voyez la répartition graphique sous forme de box plot avec les outliers. Pour le cholestérol, les triglycérides, les LDL et les HDL. On peut voir le groupe contrôle à gauche de l'écran et les patients à droite. Ici, nous voyons que les patients ont des valeurs élevées avec d'importants outliers. C'est quelque chose qui nous a paru intéressant et que nous aimerions explorer plus en détail par la suite avec des analyses statistiques, surtout que le profil lipidique des patients formeurs de calcul par rapport au contrôle a encore été peu étudié dans la littérature. Voilà, ça c'était pour la partie des analyses sanguines. Nous allons maintenant parler des analyses d'urine. Comme l'a mentionné Olivier, nous avons ces urines de 24 heures. Et c'est une méthode pour évaluer les apports alimentaires des patients. Nous l'avons vu, différents éléments peuvent être mesurés, notamment le sodium ou le potassium comme marqueur, comme reflet de la consommation en sel ou fruits et légumes. Les urines de 24 heures nous apportent des éléments importants pour évaluer l'alimentation de ces patients. Mais avant de pouvoir interpréter les résultats, il est important de s'assurer que les collectes sont réalisées de façon complète et correcte. C'est pourquoi la première étape est en fait d'évaluer la qualité de la collecte d'urine.
Et pour cela, nous pouvons utiliser l'excrétion urinaire de créatinine qui est exprimée en micromoles par kilogramme par 24 heures, qui nous sert de marqueur pour évaluer si ces collectes sont complètes. Alors, il existe différentes valeurs de référence. Nous avons choisi d'utiliser le modèle tel que décrit dans l'article publié par Valentina Forni, la référence se situe en bas de l'écran, et qui nous permet de générer des valeurs de référence qui tiennent compte de l'âge, du sexe et du BMI des différents individus de l'accord. Je reviendrai sur cet élément dans un instant. Je voulais tout d'abord présenter les différentes valeurs que nous avons obtenues. Donc ici, nous avons 2 urines de 24 heures consécutives, le premier jour de récolte, le day 1, et le deuxième jour, le day 2. Ici sont présentés les volumes, exprimés en millilitres, et l'expression urinaire de créatinine en micromoles par kilogramme par 24 heures. Premier élément est de voir que les valeurs que nous avons obtenues sont cohérentes et correspondent à ce qui est décrit dans la littérature. Un deuxième élément est de voir que d'un jour à l'autre, les valeurs sont consistantes et qu'il n'y a pas de grosse différence entre les deux jours. Je vais ensuite vous présenter différents sous-groupes. À noter encore une fois qu'on reste dans quelque chose qui est descriptif. Nous n'avons pas encore fait les analyses, donc il faudra faire ces analyses pour pouvoir dire, par exemple, si ces 1800 millilitres chez les patients sont statistiquement différents des 2000 millilitres qu'on peut voir ici chez les contrôles. Encore une fois, on voit que d'un jour à l'autre, les résultats sont consistants. En ce qui est pour le groupe hommes-femmes, donc en voyant qu'il y a une tendance à avoir des valeurs d'excrétion de créatinine urinaire plus élevées chez les hommes que chez les femmes, c'est quelque chose qui est bien décrit dans la littérature. C'est en lien avec le fait que l'excrétion de créatinine dépend fortement de la composition corporelle, notamment de la masse musculaire, et qu'en moyenne, même rapportée au poids, les hommes ont une excrétion urinaire de créatinine plus élevée que les femmes. En termes de BMI, ici vous voyez 3 groupes, BMI inférieur à 25, 25 à 30 et supérieur à 30. Il est décrit également dans la littérature que plus le BMI va augmenter, plus on va avoir un phénomène de dilution dans la masse graisseuse, et que donc, rapporté au poids, on s'attend à avoir des valeurs d'expression urinaire de créatinine moins importantes que les personnes qui ont un BMI moins élevé. Et enfin, en termes d'âge, ici vous voyez 3 catégories, 18-40, 40-60 et supérieur à 60. Et là aussi, on voit la tendance à la diminution des valeurs avec l'augmentation de l'âge. Et on s'attend également à ce résultat puisqu'on s'attend à une diminution de la masse musculaire avec l'âge. C'était les différents résultats obtenus. Je vais revenir sur l'utilisation du modèle pour l'évaluation de la qualité des urines. C'est un modèle qui nous permet de générer des valeurs attendues de créatinine pour chaque individu en se basant, en tenant compte de l'âge, de son sexe et de son BMI. Ainsi, avec les valeurs qui sont mesurées dans les urines pour les participants, nous pouvons évaluer à quel percentile de cette valeur attendue, des valeurs qui sont attendues pour un individu, correspond cette valeur mesurée. Ainsi, si nous prenons un cut-off au 10e percentile et au 90e percentile, c'est-à-dire que si les valeurs mesurées tombent en deçà du 10e percentile ou au-delà du 90e percentile, nous allons les considérer comme extrêmes et correspondant à une collection inadéquate. Ça pourrait être aussi le 5e percentile et le 95e percentile. Après, ça, c'est une question de choix du cut-off. Et si nous appliquons un cut-off à 10e percentile et 90e percentile, nous obtenons 33,5% des collectes qui seraient dans cette catégorie collection inadéquate. Et est-ce que c'est un chiffre important ou au contraire assez bas? Eh bien, Murakami, dans un article, a décrit que sur la base d'études, la prévalence des collectes incomplètes d'urine en population générale pouvait varier de 15 à 65%. Donc, on reste dans quelque chose qui reste très cohérent avec ce qui est décrit. Donc voilà, quelles sont les prochaines étapes? Nous nous attendons à ce que les analyses, les données soient nettoyées d'ici les prochaines semaines, que cette phase soit terminée. Et nous allons lancer la phase d'analyse statistique, et comme mentionné, avec ajustement pour les différents
facteurs que nous avons dessus. Voilà, je repasse la parole à Olivier pour la suite. Voilà, merci beaucoup Constance de ces données préliminaires obtenues maintenant avec la banque de données actuelle qui est complète en termes de recrutement une fois encore, mais pas encore complètement nettoyée et donc on ne peut pas encore faire toutes les analyses que l'on souhaiterait. Juste encore quelques autres données peut-être préliminaires qui ont été obtenues jusqu'ici, ici sur la composition des calculs où l'on retrouve une majorité de calculs d'oxalate de calcium monohydraté, une autre partie importante d'oxalate de calcium dihydraté et puis l'apatite qui est donc le calcium phosphate. Et ça correspond à ce que l'on a vu tout à l'heure fait par Michel Daudon sur 14 000 calculs évalués à Paris. Donc, on a un peu la même clé de répartition. Une chose qui était un tout petit peu surprenante, c'est qu'on a un peu moins d'acide urique, de calcul d'acide urique que ce qu'on en attendrait dans la littérature. Et ça, c'est peut-être lié en lien avec les références qui nous sont faites par les urologues. Certains urologues, quand ils voient un calcul d'acide urique, préfèrent traiter directement eux-mêmes sans référer au néphrologue. Ça, c'est une réalité de terrain et c'est la raison pour laquelle probablement c'est un biais de référence qui est ici. Un autre avantage de la Swiss Kidney Stone Cohort, c'est qu'on peut faire des études longitudinales dans le suivi de patients et dans leur profil de risque dans le long terme. Et ce que l'on a fait ici sur 120 patients pour lesquels on avait toutes les données au baseline, 3 mois et 1 année, c'est de voir dans le temps l'évolution de leur volume. Et on voit, par exemple, que l'intervention qui est faite au niveau baseline a porté ses fruits puisque les gens sont capables d'augmenter leur volume urinaire de manière significative à 3 mois et de tenir à 1 année. On voit qu'on a aussi un petit effet sur la diminution du sodium, de nouveau dans l'expression urinaire, même si ce n'était pas significatif. On avait une augmentation du citrate, qui est un sel que l'on donne fréquemment chez nos patients. Et donc, on arrive à tenir avec ça sur le long terme. C'était plutôt encourageant par rapport à l'intervention qui est faite. On peut également comparer notre banque de données, de nouveau avec ces données très préliminaires, quant au taux d'hypercalciurie, défini ici à plus de 7,5 millimoles par 24 heures chez l'homme et 6,5 chez les femmes, d'hyperoxalurie, d'hypernatriurie, d'hypocitraturie. On voit qu'on a un certain pourcentage de ces patients qui ont ces différents facteurs de risque. Et lorsque l'on les compare avec d'autres cohortes, on voit que pour ce qui est de la calciurie, on arrive à peu près aux chiffres existants. Il y a des grosses différences d'hyperoxalurie, mais c'est un élément qui est très difficile à doser. Il y a des grosses différences déjà dans les dosages qui sont effectués habituellement, mais là, on voit que ça saute particulièrement aux yeux entre ces 3 cohortes. Pour ce qui est du sel, on se retrouve dans des normes de ce que l'on peut attendre. Et l'hypocitraturie, on est par rapport aux Anglais assez proche. Là, la cohorte chinoise est vraiment complètement différente et ça, j'ai de la peine à l'expliquer. Et puis, pour les volumes urinaires faibles, on se trouve en face de 60% de patients qui auraient un volume urinaire faible. Et ce sont encore une fois des éléments qui devront être vérifiés une fois que la banque de données aura été vérifiée. Ça, c'est sur encore un petit nombre de patients qu'on avait fait ces analyses initiales. Dans les perspectives maintenant, à partir de cette Swiss Kidney Stone Cohort, donc la Swiss Kidney Stone Cohort est formée de 2 grandes banques de données. D'une part, les données qui sont stockées dans SLIMS, qui est un outil d'acquisition de données qui nous permet d'une part de gérer les données sur les patients, sur les épisodes, sur les données anthropomorphiques, les données biochimiques urinaires et sanguines, et puis qui nous permet également de gérer la biobanque, et en particulier l'ADN. L'autre grand groupe de données sont les données liées aux données nutritionnelles qui ont été recueillies par les interviews, de nouveau conduits par nos diététiciennes spécialisées. Et donc, ces données sont stockées ici, actuellement dans le département ici de médecine sociale et préventive. Et donc, ces données, maintenant, en premier lieu, devront être couplées avec les données de SLIMS pour que chaque patient et chaque visite de patient
soit couplé avec l'interview qui vient avec. C'était une des forces de ce projet, c'est qu'on a les données nutritionnelles obtenues par interview par une diététicienne avec les données urinaires qui sont des marqueurs bruts mais importants de la consommation d'un certain nombre de micronutriments. Et donc maintenant, on va coupler ces deux banques de données et ces analyses sont en cours actuellement. La deuxième chose, on a la chance de collaborer aussi avec l'Office fédéral des affaires alimentaires et des affaires vétérinaires, le BLV, qui ont utilisé pour une enquête nutritionnelle en Suisse qui s'appelle Menu CH, qui a été conduite une fois encore ici dans ce département, un outil qui s'appelle Foodcase qui permet de comparer les données obtenues par les diététiciennes dans Globo Diet avec les tables de composition des différents aliments. Et pour cela, on obtient à ce moment-là la composition des micronutriments qui sont présents dans l'alimentation. Donc, c'est une donnée supplémentaire en couplant nos données d'interview avec Foodcase. On va obtenir les micronutriments et avec ça, on pourra les comparer avec les données urinaires en particulier pour le sodium, le potassium, le calcium, etc. Le troisième intérêt dans nos perspectives ici, c'est de coupler les données génétiques avec les données nutritionnelles. Les données génétiques sont également en cours maintenant de séquençage, de préparation au séquençage, et on pourra ensuite coupler avec nos données nutritionnelles. Et enfin, la dernière partie, c'est donc de comparer les données nutritionnelles obtenues chez les formeurs de calcul avec les données nutritionnelles obtenues dans le cadre de Menu CH, cette enquête nutritionnelle suisse, menée de nouveau depuis ici. Donc, toutes ces différentes perspectives sont à des stades plus ou moins avancés de développement et devraient nous permettre ensuite d'obtenir une vision beaucoup plus précise de ce que nos formeurs de calcul mangent et en quoi cette alimentation peut-être différente peut contribuer à la formation des calculs. Nous avons d'autres lignes de recherche que je ne vais pas détailler ici maintenant, mais nous nous intéressons aussi en tant que physiologistes rénales à différents aspects, à différents transporteurs, en particulier génétiques, que ce soit des transporteurs d'acide ou d'acide urique ou de phosphate ou avec l'uromoduline, par exemple. Mais j'aimerais juste mentionner au niveau des traitements que la Swiss Kidney Stone Cohort a également été la base d'une étude interventionnelle qui s'appelle l'étude No Stone, qui nous permet maintenant d'utiliser la base et tous les centres qui ont été mis en place par la Swiss Kidney Stone Cohort, faire une étude interventionnelle avec des thiazidiques, qui sont les médicaments qui permettent de diminuer le risque de lithogénèse. Et maintenant, on teste différentes doses, 3 doses différentes de thiazide dans cette Swiss Kidney Stone Cohort qui a dû être élargie pour pouvoir recruter plus de patients. En conclusion, maintenant, la cohorte suisse des formeurs de calcul fonctionne bien dans les 5 centres. Le recrutement a été complété maintenant et le phénotype qui est étudié est large, est assez unique au niveau nutritionnel en particulier. On a une biobanque qui est liée avec des échantillons de sang et d'urine et donc et d'ADN qui vont pouvoir être utilisés maintenant et qui ont déjà commencé à être utilisés. Et puis, l'autre avantage, c'est donc la manière dont nous avons pu apprécier l'aspect nutritionnel chez nos patients grâce à des diététiciennes qui ont été formées spécialement dans ce but, en particulier basé sur le modèle qui avait été mis en place par l'étude nutritionnelle suisse Menu CH, conduite par la professeure Muriel Bochu. Nous avons maintenant, on espère pouvoir poursuivre ces analyses, en particulier grâce à Foodcase, et d'avoir les analyses des micronutriments.
Et on a notre groupe contrôle qui nous permet également, chez des individus où l'on est sûr qu'ils n'ont pas formé de calcul, de comparer ces deux populations. Et puis, bien sûr, ces données sont accessibles pour des collaborations. Je sais que certains d'entre vous nous ont contactés. On n'était pas encore tout à fait prêts jusqu'ici, parce que vous avez vu que nos données doivent être nettoyées, doivent être exploitées. Et donc, maintenant, on arrive dans des conditions où on pourra beaucoup mieux répondre à vos demandes en cas de demande d'accès à ces données. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous rappelle, après avoir remercié tous mes collègues, bien sûr les patients qui ont contribué, notre coordinatrice Sandra Schaffroth, les équipes d'infirmières, de diététiciens, les investigateurs dans les différents centres, et puis notre urologue qui était à Berne initialement, mais qui est maintenant le nouveau chef de l'urologie à Lausanne, et notre Advisory Board. Je les remercie tous de leur soutien lors de cette grande aventure qu'est la Swiss Kidney Stone Cohort. Et puis, je vous rappelle qu'une solution simple à la sursaturation, c'est la dilution. Et sur ces bonnes paroles, je suis prêt à répondre à vos questions. Et je remercie encore beaucoup Muriel et Constance pour nous avoir donné l'opportunité de présenter la Swiss Kidney Stone Cohort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier et Constance. Alors, je donne la parole à celles et ceux qui auraient des questions à vous poser. Aucune. Alors, de mon côté, j'aurais peut-être une question pour toi, Olivier. Tu as mentionné au début de ta présentation qu'il y avait une augmentation de 90%, je crois, de la prévalence des néphrolithiases entre les années 70 et les années 90. Est-ce que tu as une explication ou des explications possibles pour cette forte augmentation ? Alors, on n'a pas encore beaucoup d'explications par rapport à ça. Une des explications, c'est aussi que le nombre de calculs chez les femmes et chez les hommes, alors qu'il était la différence était très marquée avant avec un rapport de 2 hommes pour une femme, est en train de s'amoindrir. Donc, on a une augmentation, semble-t-il, du nombre de calculs chez les femmes qui peut contribuer en partie. Un autre élément important, c'est aussi probablement le réchauffement. On a pu voir aux États-Unis en particulier ce qu'ils appellent la Stone Belt. Donc, c'est la ceinture de calcul qui se trouve dans les États du Sud et qui a l'air d'être corrélée avec l'augmentation de la température, avec le réchauffement climatique. Ça peut peut-être jouer un rôle également. Et puis au niveau alimentaire, il y a certainement aussi des facteurs qui ont changé. Maintenant, je n'ai pas de chiffres, ça reste des hypothèses de travail pour expliquer cette forte augmentation entre les années 70 et les années 90. Il y a aussi un changement dans le type de calculs qui sont faits. Si on regarde un siècle en arrière, il y avait beaucoup de calculs liés à des infections urinaires que l'on voit presque plus maintenant. Par contre, on a le syndrome métabolique qui apparaît comme un acteur majeur qui fait des modifications au niveau de l'urine, en particulier une acidification d'urine. Il y a un rapport inverse entre le BMI et le pH urinaire et qui fait des calculs spécifiquement d'acide urique. Donc, on a comme ça des nouvelles épidémies ou des nouveaux types de calculs qui apparaissent et qui peuvent expliquer cette forte progression. Merci beaucoup. Tu n'as pas du tout évoqué l'évolution des techniques diagnostiques. Est-ce que ça pourrait jouer un rôle également ou pas du tout selon toi? Alors là, il faut différencier de nouveau la lithogenèse par rapport à la colique. Les coliques néphrétiques sont vraiment liées au passage d'un calcul et c'est ça qui est en général le signe d'appel. C'est clair que maintenant on est confronté à des maladies lithiasiques ou avec des découvertes fortuites de calculs mais qui ne sont pas encore cliniquement significatives, c'est-à-dire qu'on voit des calculs dans les reins mais ils ne sont pas descendus, donc ils n'ont pas occasionné d'obstruction et de coliques néphrétiques. Mais dans la plupart des références qui nous sont faites par les urologues, ce sont en général liés à des épisodes qui ont été cliniquement significatifs. Donc, il y a eu des coliques néphrétiques. Donc,
à ce niveau-là, je ne vois pas tellement les nouvelles techniques puissent amener des nouveaux, enfin, expliquer la différence à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question d'Angeline Chatelain qui n'a pas de micro, donc elle l'a posée par écrit, je vais la lire. Serait-il possible de connaître le type d'analyse prévue sur l'alimentation et quels groupes d'aliments sont attendus d'être différents entre les patients et les contrôles? Alors, dans les types d'aliments, merci beaucoup Angeline d'abord de cette question. Dans les types d'aliments que l'on attend, on a d'une part dans les volumes de boissons, ça c'est une première chose, on s'attend à ce que les formeurs de calcul boivent moins que la population générale. Puis ensuite, dans les types d'aliments en tant que tels, on s'attend à ce qu'il y ait moins de consommation de produits laitiers et plus de consommation de viande, ou en tout cas de produits, de protéines d'origine animale chez les formeurs de calcul par rapport au contrôle ou au restant de la population. Là, ce sont des choses que l'on attend. Maintenant, ce sera justement à montrer, ça fait partie de nos hypothèses de base et qu'on aimerait bien réussir à développer. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'audience? N'hésitez pas. Ah, je vois une autre. Ça, c'est la réponse d'Angeline qui dit merci. Voilà, ok. Peut-être un commentaire de ma part, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est vrai que, comme tu l'as mentionné, Olivier, ce phénotypage est assez unique. Donc, de disposer de multiples récoltes d'urine de 24 heures, d'un questionnaire de fréquence alimentaire et d'un rappel de 24 heures chez les mêmes personnes, avec un suivi longitudinal, est vraiment unique, est vraiment un phénotypage unique qui va être très utile, non seulement pour mieux comprendre l'alimentation des porteurs de néphrolithiase, mais aussi pour mieux comprendre le lien entre certains biomarqueurs nutritionnels et les données que l'on obtient à l'aide de ces outils, soit les questionnaires, soit les rappels de 24 heures. Donc, il y aura vraiment, en plus de cela, des informations très générales sur la validité de ces différents outils de mesure de l'alimentation dans le contexte suisse et en couvrant deux régions linguistiques, à savoir la région germanophone et francophone. Il n'y a pas de données au Tessin, correct? Non, il n'y a malheureusement pas de données au Tessin. On n'arrivait pas à ouvrir un centre testinois dans le cadre de la Swiss Kidney Stone Cohort. Par contre, dans l'étude d'intervention no stone, là, il y a un centre qui a été ouvert au Tessin. D'accord. Ok, alors je laisse encore la possibilité à une question. Oh, je ne vois pour l'instant personne. Zoltan a levé la main. Ah, Zoltan. Salut, merci pour ce joli tour. J'ai une question par rapport à la spécificité du pays. Ici, tu analyses des individus suisses assez spécifiques. Comment tu penses que ça compare avec le Royaume-Uni, par exemple? Dans le UK Biobank, il y avait plusieurs études qui ont déjà comparé le comportement alimentaire et le kidney stone. Est-ce que tu penses que ça va être similaire ou ça va être assez spécifique par rapport à la nutrition du pays? Alors, ça, c'est une question intéressante. Ce qu'on avait fait, on avait fait une comparaison entre les Stoneformers de Dallas, au Texas, quand j'étais aussi là-bas, et les Stoneformers suisses sur une autre banque de données, pas la Swiss Kidney Stone Cohort, c'était sur la banque de données de Berne. Et on avait voulu regarder s'il y avait des différences. Et la seule chose qui était différente, c'était l'oxalate à l'époque. Et on s'est dit, ah ben voilà, les Suisses, ils ont une hyperoxalurie parce qu'ils mangent beaucoup plus de chocolat, ou il y a d'autres explications de ce type-là. Et en fait, c'était une erreur de laboratoire. Parce que les laboratoires n'étaient pas centralisés et on avait une hyperoxalurie en Suisse parce qu'il y avait des différences dans les méthodes de laboratoire. Mais tous les autres items, et ça on était assez surpris de voir, la consommation en sel, la consommation en potassium, etc., était à peu près identique, même entre des populations très différentes comme Dallas et la Suisse. Par rapport à la UK Biobank, je n'ai pas regardé en détail et bien sûr, nous, on va faire ce genre d'analyse. Comme j'ai montré tout à l'heure, on peut vraiment regarder l'hypernatriurie, l'hypercalciurie, qu'on pourra comparer entre les UK Biobank et puis ce qu'il y a en Suisse.
La seule chose, c'est que UK Biobank, ils n'ont pas d'urine de 24 heures, mais ils ont des enquêtes nutritionnelles et il faudra qu'on voit avec nos enquêtes nutritionnelles comment on arrive à comparer les deux banques de données. Et ça reste ouvert. Peut-être un complément à cette réponse, Olivier, ce qu'on sait en Suisse, c'est que le volume urinaire est en général plus élevé en Suisse alémanique qu'au Tessin et en Suisse romande. On sait que la prévalence auto-rapportée de néphrolithiase est légèrement supérieure en Suisse alémanique, en tout cas sur la base des questionnaires, et à voir maintenant si on peut constater des différences dans ces données. Mais je ne serais pas surprise au vu des résultats de menu-CH qui ont montré que l'alimentation dans les 3 régions linguistiques principales de Suisse était vraiment très différente dans les groupes d'aliments, notamment les produits laitiers, avec une plus forte consommation par exemple de lait en Suisse alémanique, d'importantes différences dans les produits qui sont riches en acide urique. Donc on pourrait peut-être s'attendre à constater des différences, notamment en fonction des régions linguistiques qui ont quand même des alimentations qui sont assez différentes les unes des autres. Donc là, oui, quelques éléments d'analyse qu'on avait fait avec Nadia Amor, la diététicienne à Lausanne, mais c'est des données très, très préliminaires. C'était juste pour se faire une première idée. On avait effectivement constaté un peu le même type de changement en ce qui concerne en particulier les apports liquidiens. On avait constaté qu'entre la Suisse allemande et la Suisse romande, on retrouvait ce qui avait été mis en évidence dans le menu CH. Donc, à ce niveau-là, on retrouve ces mêmes différences. Et ensuite, ce serait intéressant justement de voir si on a des spécificités locales par rapport à certains types de calculs ou par rapport à la prévalence, même si on n'a pas des très bons chiffres par rapport à la prévalence de calcul dans ces différentes régions. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je vois qu'il est midi, alors on va s'arrêter là. Merci encore à Olivier et à Constance pour la présentation et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci.